Eh ben, bonsoir à tous, merci Clément. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de la gestion du temps et des priorités. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors déjà, bravo de prendre du temps pour en gagner par la suite. Lincoln nous disait, si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières à aiguiser ma hache. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour aiguiser votre hache, pour mieux abattre votre arbre par la suite. Donc aujourd'hui, on parle de temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux et quelque chose qui est limité. On peut produire plus d'argent, on peut produire plus de plein de choses, mais le temps, malheureusement, on ne peut pas en produire plus et il n'est pas stockable. Donc il faut en prendre soin. Et voilà, aujourd'hui, ça va être le sujet. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez aussi des remarques, etc. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai à la fin de la présentation. Et moi, je vais vous poser une première question. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous dire que vous n'avez pas le temps de faire ce qui est vraiment important pour vous, d'arriver à la fin de la journée et de vous dire j'ai été occupé toute la journée, mais en réalité, j'ai pas l'impression d'avoir produit énormément de choses ou bien de vous sentir frustré par toutes les sollicitations qu'on peut avoir, etc. Donc, je suis sûr qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui se reconnaît là-dedans et c'est bien normal. On entend rarement une personne nous dire, moi, la gestion du temps, franchement, tout va bien, c'est parfait. C'est un peu comme la confiance en soi. On n'a jamais fini de travailler finalement là-dessus. On n'entend jamais personne non plus nous dire, moi, la confiance en moi, c'est bon, c'est validé. Donc voilà, l'idée c'est que l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner des astuces et des techniques qui vont vous permettre de gagner du temps et d'arriver à mieux prioriser vos tâches. Et surtout, c'est tester et approuver et vous allez pouvoir l'appliquer directement dans votre vie de tous les jours. Je tiens vraiment à ça, à ce que ce soit applicable dans l'immédiat. Par contre, l'envers, c'est que ma recommandation, ça sera que à chaque fois qu'on va voir une notion, parce qu'on va en voir un certain nombre, vous allez voir, dès qu'il y a quelque chose qui vous semble pertinent et que vous aimeriez mettre en place, bah, peut-être de le noter quelque part pour ensuite passer à l'action, parce que trop souvent, et moi le premier, hein, on regarde quelque chose et puis on se dit, ah bah c'est super, etc. Mais en fait, on passe pas à l'action derrière. Donc voilà, je vous encourage là-dessus. Donc là, voilà, donc le menu, merci beaucoup. Au menu, on a trois parties. Donc la première partie, déjouer les pièges chronophages. On va parler de ce qui nous vole du temps, des pièges classiques concernant le temps. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de la priorisation et de l'organisation au quotidien. Donc on va voir des techniques pour bien définir ses priorités de manière simple et efficace, comment bien organiser sa journée et aussi comment formuler des objectifs de manière concrète. Sur la troisième partie, on parlera de la concentration et comment maintenir sa concentration. Parce que la concentration dans la gestion du temps, c'est un petit peu le Graal. Enfin, en tout cas, ça fait partie des éléments qui sont très importants pour être le plus productif possible. On va voir que l'attention, elle va être différente dans le temps. On n'a pas toujours la même attention en fonction des moments de la journée, etc. On va voir un petit peu tout ça. Et on va voir comment se mettre en condition pour rester concentré le plus longtemps possible. Donc, je me présente rapidement, Maxime Bonte. N'hésitez pas à venir me visiter sur LinkedIn. Je suis consultant indépendant dans l'univers de la formation et j'accompagne des organisations dans leurs projets de formation multimodale, donc sur la partie conception, gestion de projet, aussi sur la partie production de contenu e-learning et l'animation de formation, notamment dans les soft skills. Alors, on commence tout de suite par la première partie, déjouer les pièges chronophages. Donc, on va parler des voleurs de temps. Donc, les voleurs de temps, avant de vous donner vraiment des outils, ce qui est important, c'est de vous poser la question,
qu'est-ce qui, moi, personnellement, me prend du temps? Et ça, c'est vraiment, c'est comme quand on va chez le médecin, on commence par le diagnostic. Et ben là, c'est pareil, on va se poser les questions de ce qui nous prend vraiment du temps. Donc, c'est peut-être une des choses les plus importantes de commencer par ça. Donc là, vous voyez ici qu'on commence par parler des voleurs de temps externes. Donc, c'est ce qui est externe à nous et qui va nous prendre du temps. Donc là, vous voyez qu'on a les interruptions téléphoniques, les mails, les réunions non optimisées, donc les réunions sans ordre du jour précis, sans objectif précis, sans timing, etc. Donc on a une petite liste ici. L'idée, c'est que vous puissiez noter de votre côté quels sont les vôtres, quels sont ceux qui sont les plus pénalisants pour vous. Euh, donc les distractions, les bruits environnants, etc. Donc, on a des voleurs de temps externes et on a aussi des voleurs de temps internes. Parce que la plupart du temps, on va se dire, oui, oui, les voleurs de temps, ça vient de l'extérieur, c'est mon collègue, c'est mon conjoint, c'est ma famille. Sauf qu'en réalité, les voleurs de temps, il y en a une bonne partie qui sont internes et sur lesquels on peut travailler. Donc la procrastination, un grand classique, hein, le fait de, vous connaissez, hein, le fait de reporter toujours au lendemain ce qui est important pour nous, ce qui souvent nous fait peur, ce qui est assez brouillard, c'est les objectifs. Voilà, on va les mettre de côté. Euh, et ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. L'indécision aussi, c'est quelque chose qui peut faire énormément perdre de temps. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu envie de choisir un film, vous avez perdu 1 heure à chercher le film que vous vouliez utiliser, que vous vouliez regarder, et finalement vous n'avez même pas regardé de film. Donc l'indécision, le multitâche aussi peut prendre du temps, malgré ce qu'on peut croire. On peut avoir l'illusion d'être productif quand on est multitâche, sauf que les études montrent que en fait, ça peut réduire notre productivité énormément parce que en réalité, notre cerveau passe d'une tâche à l'autre de manière très rapide. Donc on n'en a pas conscience, mais en fait, c'est fatigant pour le cerveau. Et du coup, finalement, on ne gagne pas de temps, mais on en perd plutôt. Ensuite, on a le perfectionnisme. Je plaide coupable là-dessus. C'est, vous savez, le temps qu'on va perdre énormément à vouloir rendre quelque chose de parfait alors que ça n'existe pas et puis que, en réalité, on peut atteindre assez rapidement quelque chose de très correct. Et le perfectionnisme me fait perdre ensuite beaucoup de temps. Donc, les objectifs peu clairs. Encore une fois, n'hésitez pas à noter chez vous qu'est-ce qui vous vole le plus de temps. Donc, on va passer un petit peu plus vite hein, de ce côté-ci, mais ça peut vous donner des idées aussi. Le manque d'organisation, si vous mettez, vous savez jamais où sont vos clés, vous savez jamais où sont vos fichiers sur votre ordinateur. Le fait de dire non. Alors, le fait de dire non, ça n'est pas un voleur de temps, mais plutôt l'inverse. Si vous êtes habitué à toujours dire oui aux sollicitations, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. La concentration aussi, si vous êtes souvent déconcentré, ça peut vous faire perdre en productivité. Donc, vous allez voir que euh, à chaque fois qu'on va voir une notion, ou presque, vous verrez ce type de slide-là, c'est des encouragements à passer à l'action. Donc là, le premier, ça serait de planifier 5 minutes pour identifier vos voleurs de temps les plus pénalisants, donc internes comme externes. Donc là, on va parler du principe de Pareto, qui nous dit que 80% des effets sont le produit seulement de 20% des causes. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça vient d'un économiste italien, du coup, Pareto, dans les années 20, qui a remarqué que cette proportion, on la retrouve en fait dans beaucoup d'endroits. Notamment, on peut dire que, par exemple, 20% du travail produit 80% de nos résultats, 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires, 20% de la population possède 80% des richesses, etc., etc. On peut continuer longtemps. Par exemple, pour le support client, 20% des problèmes sont responsables de 80% des plaintes, et ainsi de suite. Donc, le conseil qu'on a derrière ça, ça va être d'essayer d'identifier et de lister
les activités à forte valeur ajoutée qui vont donner en général 80% de résultats. Et à l'inverse, de noter les activités qui ont une faible valeur ajoutée et sur lesquelles vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est consacrer à chaque fois 80% de nos efforts pour les 20% restants. Et c'est vraiment fatigant et on perd vraiment en productivité. Ensuite, on parle de la loi de Carlson. Donc, la loi de Carlson nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Ce qu'on essaye de dire ici, c'est que l'interruption, pardon, c'est vraiment le pire ennemi de la productivité. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, le temps que l'on perd à cause de l'interruption, il est supérieur au temps de l'interruption lui-même, puisqu'il y a de l'inertie dans le travail et le fait d'arriver à se mettre en concentration, ça prend du temps. Donc, ça prend toujours 3-4 minutes pour se remettre dedans, si ce n'est plus. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver chez vous qu'est-ce qui vous interrompt en général, de vous poser cette question-là et d'essayer de creuser. Il y a une étude qui montre que les séquences de travail homogènes des cadres sont inférieures à 15 minutes. Donc en fait, on est tout le temps interrompu et si on ne fait pas la chasse aux interruptions, on peut vite se retrouver débordé et perdre énormément de temps. Donc ensuite, alors concernant les interruptions, souvent on a la politique de la porte ouverte et du coup, on peut être interrompu assez souvent par des collègues qui ne nous veulent pas de mal, mais simplement parfois quand on est focus, on a besoin de ne pas être dérangé. Et ce que je pourrais vous inciter à faire, ce serait de mettre en place un système visuel pour dire que vous êtes concentré. Vous prévenez vos collègues, tiens, quand je mets peut-être une pancarte ou peu importe, ça n'empêche pas que ce soit de manière sympathique, mais juste de dire, là, je suis vraiment concentré, j'ai besoin d'être concentré. Et je n'ai pas envie d'être interrompu. Ensuite, on parle de la loi de Parkinson, donc qui nous dit que plus une personne dispose de temps pour s'acquitter d'une tâche, plus celle-ci va nécessiter de temps. Autrement dit, le travail s'étend pour remplir le temps qui lui est alloué. Donc ça veut dire que si on vous donne 2 mois pour réaliser quelque chose, vous allez probablement utiliser ces 2 mois-là, alors que vous auriez peut-être pu le faire en une semaine. Et la loi de Parkinson, du coup, peut se manifester de 2 façons. La première, c'est que, du coup, vous allez mettre plus de temps en réalité à livrer le travail. Vous allez y passer plus de temps précisément parce que vous avez été interrompu, etc. Ou alors, l'autre idée, c'est que vous allez attendre le dernier moment et ça va être de la charge mentale, vous allez y penser, etc. Et finalement, c'est pas agréable d'avoir dans un coin de sa tête le fait qu'on a quelque chose à terminer et qu'on ne commence pas. Donc là, on voit ici sur les 2 schémas pour la même tâche, si notre deadline elle est ici, on va avoir tendance à prendre tout le temps. Et si elle est ici, on va faire un effort qui va être plus conséquent. Mais au moins, enfin, ce qu'il y a là-dessous, on va dire le temps complet pour réaliser la tâche, il sera en général plus faible quand on se fixe des deadlines. Donc c'est vraiment ça, le conseil qu'il y a derrière ça, c'est quand on a quelque chose à faire et qu'on n'a pas de deadline précise, d'essayer de se fixer soi-même des jalons et de voilà, se fixer des jalons ou des deadlines, ça peut vous aider à mieux gérer votre temps. Ensuite, on a la loi de Fraisse qui nous dit que 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure parce que la perception du temps est totalement différente selon certains facteurs. Il y a l'effet de la nouveauté, par exemple. Si vous êtes en train de travailler sur quelque chose de nouveau, ça va avoir tendance à passer plus vite. Si vous êtes dans un état émotionnel positif, ça va avoir tendance aussi à aller plus vite.
À l'inverse, un état émotionnel négatif, ça va avoir tendance à, à passer plus lentement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça en tête. Donc là, vous voyez, il y a une petite citation de Albert Einstein qui nous dit placez votre main sur une poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Et maintenant, asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça, la relativité. Donc l'idée, c'est d'avoir bien en conscience qu'au niveau de nos tâches, ben, il y a des choses qui vont passer plus ou moins vite et d'essayer peut-être d'alterner entre les activités qui sont courtes et longues, les activités qui sont simples et complexes, etc. Donc cette fois-ci, mon engagement, enfin votre engagement, notre engagement à tous, l'idée c'est de lister les activités à forte valeur ajoutée et de les mettre en priorité. Parfois c'est aussi bête que ça, c'est simplement de prendre le temps de revenir sur ce qu'on a fait pour l'analyser. Et puis ça peut vite permettre d'être plus productif. Donc ça faisait écho à la loi de Pareto, mais aussi à l'inverse peut-être lister aussi les activités à faible valeur ajoutée sur lesquelles vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps. Ensuite, peut-être essayer de vous fixer, de commencer par vous fixer une deadline sur une activité qui n'en a pas encore. Et peut-être d'identifier aussi les interruptions les plus courantes chez vous ou bien celles qui vous prennent le plus de temps. Alors, on passe à la partie 2 sur prioriser et s'organiser au quotidien. L'idée, ça va être de gagner du temps sur la planification, sur comment mettre en priorité ce qui est vraiment important pour vous. Donc, on commence avec une technique qui est simple, mais vraiment très efficace. Moi, je la mets en place vraiment tous les jours, enfin, j'essaye en tout cas. L'idée, c'est de vraiment prévoir 10 minutes, mais vraiment uniquement 10 minutes, c'est-à-dire que vous mettez vraiment un chronomètre sur votre téléphone ou sur un timer, enfin, peu importe. L'idée, c'est vraiment de cadrer ça pour que à la fin de vos 10 minutes, votre journée, elle est planifiée et vous savez vraiment où vous allez. Ça fait gagner du temps, mais aussi en sérénité, vous savez où vous allez. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez juste à suivre les étapes. Donc, ça facilite la chose. Après, vous êtes sur des rails et c'est beaucoup plus simple pour le mettre en place. Donc, en premier, l'idée, c'est de brainstormer. Donc, de brainstormer sur les tâches que vous avez à effectuer. Peut-être reprendre les tâches que vous aviez la veille, etc. Sans pour l'instant vous soucier de prioriser les tâches. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de prioriser. Donc, lorsque vous priorisez, on va voir juste après en fait comment prioriser de manière efficace. Donc, une fois que vous avez priorisé, vous allez estimer le temps que vous allez mettre pour accomplir ces différentes tâches. L'idée ici, c'est de toujours mettre 25% en plus parce que bah, souvent, on a l'habitude de sous-estimer le temps qu'on va passer sur les tâches. Et on a aussi souvent des imprévus. Donc, c'est vraiment pas de trop de mettre 25% en plus par rapport à ce qu'on estime dans une première estimation. Parce que sinon, on risque d'être déçu. Et ensuite, une fois qu'on a estimé tout ça, étape très importante, c'est de supprimer, en tout cas pour la journée, hein, bien sûr, une partie des tâches que vous vous étiez fixées. Parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que d'avoir une liste de to-do interminable, hein, vous connaissez, j'imagine. Et du coup, ben, c'est pas motivant. Alors que si on a les tâches qu'on estime pouvoir faire uniquement dans la journée, ça fait du bien et ça fait qu'on se dit que c'est possible. Et donc, dernière étape, ça va être de planifier. Le mieux dans la planification, même quand c'est des tâches perso où vous êtes tout seul à travailler dessus, c'est toujours intéressant d'essayer de se bloquer dans son agenda des parties de journée pour travailler sur telle ou telle tâche. Comme ça, vous êtes sûr de travailler sur ces sujets-là et pas être sur autre chose. Donc la suite sur
sur la to-do, l'idée, c'est s'il vous plaît, de mettre tout sur un support unique. Parce que trop souvent, on peut avoir tendance à avoir plusieurs supports, à mettre ça sur des post-it, on en a de tous les côtés. Et du coup, ça peut être source de stress. Tiens, on a perdu ce qu'on devait faire, etc. Si vous n'avez qu'un seul endroit où vous notez tout ce que vous avez à faire, croyez-moi, ça aide vraiment à faciliter la priorisation, meilleure visibilité, bon, tout ce que vous voyez là ici. Euh, que ce soit digital ou papier d'ailleurs, hein, évidemment, il y a des préférences là-dessus. Il y a des choses très bien faites en digital. Et le papier, il y a les avantages et les inconvénients. C'est vraiment à vous de voir. Donc là, on va parler d'une technique qui est peut-être la plus connue en termes de gestion des priorités. Ça va être de commencer par faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce qu'il y a vraiment une nuance et on peut avoir tendance à confondre un petit peu les deux, à se dire j'ai quelque chose d'important à faire ou j'ai quelque chose d'urgent à faire. On a l'impression que c'est un petit peu la même chose. Mais quand on prend le temps de regarder ça, derrière urgent, il y a une notion de temps. Et derrière important, il y a une notion de résultat. Donc c'est pas la même chose. Et on va voir qu'il y a une manière simple et pratique de dispatcher les différentes tâches qu'on a et qu'on doit réaliser. Et donc cette technique, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc Eisenhower, qui était un président américain dans les années 50, nous propose de, de faire cette matrice qui est sur deux axes. Vous voyez qu'il y a un axe de l'importance et un axe de l'urgence. Donc, si on regarde tout en haut à droite, ce qui est à la fois urgent et important, là, pour le coup, c'est pas très compliqué. On comprend tous il faut être dans l'action immédiatement et ça va être vraiment notre priorité numéro un. Et ensuite, il va y avoir ce qui est pas important mais urgent et ce qui est important mais pas urgent. Le tout, ça va être d'arriver à faire vraiment la différence entre les deux. Et là, par exemple, dans ce qui est pas important mais urgent, ça peut être par exemple un appel. Un appel, c'est urgent de répondre, puisque si on répond pas, on n'a pas l'appel, mais c'est peut-être pas important. Il y a de nombreuses choses comme ça où on a l'impression que c'est important parce que c'est urgent. Le tout, ça va être de distinguer ça. Et peut-être que parfois, quelque chose qui est urgent et qui n'est pas important, parfois, la solution, ça va être de le supprimer, de ne pas le faire, tout simplement. Et parfois, ça va être de le déléguer, si c'est possible de déléguer, évidemment, puisque on n'a pas tous cette chance. Et de l'autre côté, on a important, mais pas urgent. Donc là, dans ce cas-là, l'idée, ça va être de planifier. Souvent, ce qui est important, mais pas urgent, ça va être nos objectifs long terme. Et c'est vraiment important de justement de le planifier et de mettre ça en place et de ne pas être tout le temps dans cet urgent et important. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut essayer de sortir de tout est urgent, tout est important en même temps. Et du coup, de pouvoir passer un maximum de choses sur cette partie-là, important, mais pas urgent pour pouvoir le planifier. Ça va être le sport, ça va être se former, ça va être tout un tas de choses qu'on aura tendance à reporter si justement on ne prend pas le temps de les planifier. Et ensuite, le dernier, donc pas important et pas urgent, ben, pour le coup, alors c'est pas toujours à supprimer, mais bon, on peut se poser quand même la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire? Est-ce que vraiment il y a une valeur ajoutée? Ça peut aussi être utilisé, ça peut aussi être des tâches que l'on fait quand on a peu d'énergie. Vous savez, il y a des moments dans la journée où on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de se mettre dans une tâche trop compliquée. Bah, du coup, c'est peut-être le moment de faire ces tâches-là. Voilà, donc ce que je vous encourage à faire, c'est la prochaine fois que vous avez des tâches à classifier, donc demain matin par exemple ou ce soir. D'ailleurs, les 10 minutes dont je parlais tout à l'heure, euh, parfois, euh,
Parfois, ces 10 minutes-là, on peut le faire le soir, on peut le faire le matin. C'est vraiment comme vous préférez. Moi, personnellement, je préfère le faire le matin puisque je suis plus frais. Peut-être la nuit me donne aussi d'autres idées, etc. Donc voilà, l'idée, c'est la prochaine fois que vous avez à hiérarchiser vos tâches, peut-être d'essayer cette matrice urgence-importance. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment, comme vous voyez là, hein, le faire sur un coin de table, hein. Ça se fait très rapidement. Ensuite, pour déterminer l'ordre des tâches de réalisation, on peut se poser la question, et là c'est la règle de la tâche unique. Donc c'est une approche radicale, simple et puissante sur la détermination de l'ordre des tâches. Et on peut se demander, et si je devais faire qu'une seule chose aujourd'hui? Donc si on est sur par exemple une île déserte, on va probablement aller chercher de l'eau. Mais maintenant, de retour chez vous ou au travail, ça serait quoi vraiment la chose la plus importante pour vous? Donc, c'est une manière un petit peu ludique et stimulante de vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier. Et une fois que vous vous êtes posé cette question une première fois, vous le faites une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant de le voir comme ça. Ça vous garantit que les tâches les plus importantes sont toujours accomplies en premier. Parce qu'on a tendance à reporter à la fin de la journée ce qui est dur. Et d'ailleurs, on arrive justement sur cette slide qui nous dit euh, commencer par la tâche la plus redoutée, parce qu'on a souvent tendance à repousser ça. Donc Mark Twain disait, si vous devez manger une grenouille vivante, faites-le au début de la journée et rien de pire ne vous arrivera pour le reste de la journée. Donc ça a inspiré Brian Tracy, qui est un écrivain américain et qui a appelé son livre Eat That Frog pour conseiller justement de commencer par les tâches la plus redoutée, puisque la promesse derrière, c'est qu'on a des tâches plus agréables à faire après. Et donc une autre citation qui parle de ça, de Dale Carnegie, la chose la plus importante à faire est souvent la plus difficile, mais elle est aussi la plus gratifiante. Donc on s'assure, si on fait le plus dur en premier, déjà on a validé ça. Donc ça permet euh, de se sentir peut-être mieux tout de suite. Une autre bonne pratique, ça serait le bilan quotidien. Donc ça peut être fait en fin de journée. L'idée, c'est de prendre 2 minutes. Mais vraiment, 2 minutes, c'est ça qui est bien. C'est que moi, j'aime bien ce qui est vraiment simple et rapide et qui a une grosse valeur ajoutée. Donc là, bilan quotidien, en 2 minutes, vous pouvez vous demander euh, ce sur quoi vous êtes fier et ce sur quoi vous pouvez mieux faire. Donc là, on le formule de manière positive hein, pour que ce soit pas j'ai été nul ou j'ai pas été bon, etc. Ça va être simplement de se demander, bah tiens, ah oui, bah, ce matin, j'ai peut-être pas réagi comme il fallait pendant la réunion, ou j'ai peut-être pas assez bien préparé telle chose. Comment je pourrais faire pour m'améliorer? Et donc ça, c'est 2 minutes, mais en réalité, ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc, au niveau des engagements, vous voyez, on y retourne hein, à chaque fois. Donc, demain, je teste la planification de journée en 10 minutes et le feedback journée de 2 minutes. Donc, ça vous prendra 12 minutes en tout. Je suis sûr que le tester, ça sera l'approuver. Donc, de hiérarchiser par urgent important, de mettre le plus important en premier et de mettre le plus dur en premier. On passe aux objectifs SMART. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est une technique qui permet de formuler un objectif de manière efficace. Parce qu'en fait, très souvent, on a des objectifs qui sont flous et le pendant de ça, enfin, le problème avec ça, c'est que ça va faire qu'on va procrastiner. Et du coup, ben, c'est pas bon. Le fait d'éclaircir un objectif, ça va vraiment permettre de passer plus facilement à l'action.
Donc, SMART, c'est un acronyme pour, vous le voyez, hein, pour différents items. Et donc, on va essayer de s'assurer que notre objectif, il est formulé de manière SMART. Donc, SMART pour spécifique. Donc, spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, ça veut dire qu'il est clair, qu'il est précis et qu'il est détaillé et qu'on enlève un maximum d'ambiguïté. Donc pour ça, on va pouvoir se poser la question, vous vous rappelez du CQQ, COQP, le comment, qui, pourquoi, quand, combien, etc. Si vous vous posez ces questions-là, ça peut vous permettre déjà de dégrossir votre objectif. Donc par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids, vous allez, plutôt que de vous dire bah, je veux perdre du poids, vous allez vous dire j'aimerais perdre 10 kilos en 6 mois en suivant tel programme de nutrition et d'exercice physique. Donc ensuite, on a la partie mesurable. Donc mesurable, ça veut dire qu'on peut dire si l'objectif a été atteint ou non. C'est vraiment de fixer un seuil sur lequel l'objectif il est atteint. Donc, si par exemple on se limite à 30 minutes de réseaux sociaux, bah, 35 minutes, c'est pas atteint. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, atteignable. Ici, l'idée, c'est, on fait référence aux compétences et aux ressources. Est-ce qu'on a les ressources et les compétences qui sont disponibles pour atteindre cet objectif? Ensuite, on a réaliste. Donc réaliste, ça fait plutôt référence au fait qu'il soit pertinent, c'est-à-dire qu'il est pertinent par rapport à une globalité, par rapport à d'autres objectifs. Donc par exemple, si on revient sur la perte de poids, euh, ça serait peu réaliste de dire qu'on commence un objectif strict de perte de poids pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, un petit exemple. Et puis ensuite, le temporellement défini. L'idée, c'est d'avoir une échéance claire sur votre objectif. Et ça vous aidera. Déjà, c'est motivant. Et puis en plus, ça vous aidera à justement bah, avoir un objectif qui soit bien défini pour être sûr de savoir ce que c'est que de l'atteindre. Donc, les objectifs SMART, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler par le passé. C'est quand même assez connu comme technique. Mais le tout, c'est, encore une fois, ça va être de le mettre en place. Parce que bah, c'est toujours la même chose, hein. Il y a des choses qui sont faciles à mettre en place, mais si on ne le fait pas, bah, on risque pas de progresser. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on a le pouvoir des habitudes. Donc là, une habitude, ça peut vraiment nous aider. Le fait de mettre en place des habitudes, ça peut aider à être vraiment beaucoup plus productif. Et ici, on a quelques étapes qui peuvent nous aider à créer des habitudes. Donc déjà, dans un premier temps, ça peut être intéressant de vous demander, vous, dans votre vie, quelles sont les habitudes que vous aimeriez mettre en place? Ça peut être faire du sport, lire un petit peu tous les jours, etc. Donc ça, c'est déjà intéressant de vous poser la question, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Ensuite, établir des déclencheurs. Donc ce qui est important de comprendre dans les habitudes, c'est que si on a des déclencheurs, c'est ça qui va nous permettre ben, justement d'enclencher notre habitude. Donc ça peut être par exemple le réveil le matin, ça peut être quand vous arrivez au travail, ça peut être quand vous partez du travail, quand vous arrivez chez vous, quand vous allez même aux toilettes. Enfin, tout déclencheur est bon à prendre pour justement mettre en place une habitude. Et ensuite, créer un engagement, donc un engagement envers vous-même. Mais un truc qui marche bien aussi, c'est peut-être de vous engager auprès de proches, puisque bah, une fois que vous êtes engagé auprès peut-être d'un collègue, d'un proche, ça peut vous inciter à justement atteindre cet objectif. Et commencer petit, donc ça c'est vraiment une notion que je trouve très intéressante, c'est la stratégie des petits pas. Donc ça va être par exemple si vous voulez vous mettre au sport, de peut-être commencer mais tout simplement par même une pompe par jour. Et bien une pompe par jour, bon bah
c'est facile à mettre en place. Et en fait, petit à petit, on peut augmenter et ça peut vraiment avoir un impact sur le futur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du... Il y a un livre de... euh, non, c'est pas... euh, j'ai perdu le nom. C'est un livre qui parle des... euh, euh, il parle... Atomic Habits, on dit du coup Pardon? dans le chat. On dit Atomic Habits du coup dans le chat. Est-ce que ça peut être Atomic ça? Habits. Ça peut... Non, 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 c'est pas ça. Ah, rien peut tout Désolé. changer? Non? Euh, non, c'est... Ah, ça va me revenir. Euh, En fait, l'idée générale, c'est de dire que si vous mettez des petites choses en place, bah, avec les années, ça va vraiment énormément changer de choses. Donc voilà, en gros l'idée. Et au contraire, si vous avez de mauvaises habitudes que vous poursuivez pendant des années, à la fin, le résultat, il est énorme. Donc voilà. Peut-être que ça me reviendra après. Donc ici, on a trois étapes pour utiliser le pouvoir des habitudes. On a donc le signal, hein, le trigger, ça va être, vous vous souvenez, hein, le réveil, etc. Ensuite, une action et ensuite une récompense. Donc une récompense, ça peut être super de vous donner une récompense. Vous avez le droit d'aller vous balader ou de passer du temps sur votre téléphone ou bien d'écouter de la musique, enfin tout ce que vous voulez. Donc, il y a une technique pour suivre ces habitudes. Ça va être, là, vous le voyez, on a un calendrier avec, on a tous les jours du mois. Là, on parle du mois d'avril. Et donc là, par exemple, j'ai mis sport, lecture, méditation, repas équilibré, etc. Vous allez pouvoir mettre toutes les habitudes qui sont importantes pour vous. Et vous avez une petite œuvre d'art ici sur laquelle vous avez... Donc c'est très visuel, c'est ça qui est vraiment super. Et vous pouvez, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une petite croix. Et à la fin du mois, vous avez un visuel sur tout ce que vous avez pu mettre en place. Donc c'est une boussole qui peut vraiment vous aider si vous souhaitez mettre en place des habitudes. Et c'est ludique, stimulant. Donc, au niveau de l'engagement, je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'il me reste encore quelques slides à passer. Donc, je choisis les habitudes que j'aimerais mettre en place. Ensuite, effectivement, il y a des apps, des applications de suivi d'habitudes, hein. Vous pouvez regarder sur Internet, il y en a plein. Vous pouvez peut-être en tester et puis voir si ça vous plaît. Et ensuite, vous pouvez imprimer un modèle de suivi d'habitude, hein, comme on avait ici. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose de papier parce que comme ça, vous pouvez toujours avoir un œil dessus. Et ça peut vraiment aider à mettre en place ces habitudes-là. Ensuite, alors ça c'est une technique qui est assez connue, mais finalement on n'y pense pas toujours. Quand on a un gros objectif qui nous semble être insurmontable, hein, vous voyez la grosse montagne, l'idée ça va être de découper ce gros objectif. On n'y pense pas toujours, mais souvent quand on procrastine et qu'on a un gros objectif qui nous fait un petit peu peur, qui est un peu complexe, etc. En général, pourquoi on repousse? C'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, ça a l'air compliqué, etc. Alors que si on commence à vraiment découper ce gros objectif en petits objectifs, bah, tout de suite, c'est plus clair et on sait ce qu'on a à faire. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Troisième partie, maintenir sa concentration. On va aller un petit peu plus vite. Je vais accélérer parce que je vois qu'il est 43. Donc, on va parler du rythme circadien de la vigilance. Il faut savoir que, donc, alors, déjà, les rythmes circadiens sont les rythmes qui sont basés, vous savez, sur 24 heures. Donc, on a un certain nombre de rythmes biologiques qui sont basés sur les 24 heures, dont le rythme circadien de la vigilance. Donc là, vous voyez, on a les heures en bas et la vigilance et le sommeil sur cet axe ici. Donc, on voit que pendant la nuit, on est au plus bas au niveau de la vigilance. Et on voit qu'on a, ça augmente jusqu'à la fin de matinée. Et ensuite, on redescend ici. Et vers 14-15 heures, vous savez, hein, c'est le coup de fatigue qu'on a en début d'après-midi, qui n'est pas toujours très agréable et on n'est pas toujours très efficace à ce moment-là. Et souvent, on met ça sur le compte de la digestion. Et en réalité, ce n'est pas que lié à la digestion. Alors, c'est vrai que la digestion, ça peut fatiguer, mais on est fait comme ça. Donc, il y a une baisse de régime
dans ces heures-là. Alors, c'est pas toujours la même heure pour tout le monde, mais ça arrive en tout cas en début d'après-midi comme ça. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis la sieste au travail en place, enfin qui autorisent ça. Euh, Moi, j'encourage ça parce qu'en fait, en réalité, même prendre 15 minutes pour fermer les yeux, ça peut vraiment permettre de gagner beaucoup de temps ensuite sur l'après-midi. Ça permet de remettre les choses en place, etc. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, c'est pas que vous êtes feignant, c'est simplement qu'on est fait comme ça. Donc voilà. Donc, ce que je vous suggère par rapport à ça, c'est peut-être pendant une semaine d'essayer de noter votre niveau d'attention euh, sur les différents moments de la journée. Donc, si vous faites ça pendant une semaine, ou même plus, hein, si vous êtes motivé, ça vous permettra de savoir, vous personnellement, parce qu'on est tous différents, à quel moment vous êtes au maximum et à quel moment bah, peut-être vous êtes un peu moins efficace. Ensuite, on parle toujours donc de l'attention dans le temps. Là, vous voyez, attention 0% à 100%. Et là, on a le temps sur cet axe-ci. Donc, j'ai pas mis de minutes ici puisque ça dépend déjà des gens et aussi de l'activité qu'on est en train de faire. Mais on voit que notre attention, elle n'est pas toujours la même au fur et à mesure du temps. Et on a tendance à continuer à travailler alors que notre attention, elle est au plus bas et qu'en réalité, ça peut être vraiment contre-productif. Donc, l'idée derrière ça, c'est l'importance des pauses. Si vous avez envie, si vous avez besoin de faire des pauses, et vous avez besoin de faire des pauses, parce que tout le monde a besoin de faire des pauses, c'est pas que vous êtes feignant, c'est vraiment qu'on a besoin de ça pour, pour être efficace, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de, quand on sent, et là, du coup, ça va dépendre de tout le monde, il faut savoir s'écouter. Quand on sent que on est plus vraiment, on n'avance plus, et ben, on va faire une petite pause pour ensuite repartir et avoir une vigilance qui est la plus haute possible. Et donc, on a une technique que vous connaissez peut-être, qui est assez connue, qui est la technique du Pomodoro, qui permet justement d'automatiser tout ça. Moi, je trouve que c'est une technique qui est super efficace parce qu'encore une fois, on sait où on va et c'est facile. Donc, Francesco Cirillo, qui dans les années 80 a formulé cette technique. Donc, pourquoi Pomodoro? Parce qu'en fait, vous savez, il y a des minuteurs avec, en forme de légumes. Donc, c'est ça l'idée. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Donc, l'idée, c'est de séquencer, de découper votre travail en tranches de 25 minutes de travail avec à chaque fois 5 minutes de pause. Donc, on fait 25, 5, 25, 5, etc. On fait ça 4 fois de suite avec ensuite une pause de 15 minutes. Et une fois qu'on a fait cette pause de 15 minutes, eh ben, on recommence. Donc, l'avantage de cette technique, c'est que on peut rester, ça nous permet de rester concentré et d'éviter les distractions, d'améliorer sa créativité et sa productivité. Pourquoi? Parce que justement, on fait des pauses régulières et ça permet justement d'être plus productif et ensuite de rester motivé. Parce que quand on a une tâche compliquée à faire, si on se dit, allez, je m'y mets 25 minutes, bah, c'est tout de suite plus facile plutôt que de ne pas savoir exactement pour combien de temps on en a. Donc, quelques conseils par rapport à cette technique. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs clairs avant de lancer chaque tronçon de 25 minutes. Comme ça, vous êtes sûr de vraiment être focus pendant 25 minutes sur une seule action. Ensuite, restez flexible, bien sûr, parce que en réalité, 25 minutes, ça dépend des gens. Il y a parfois 25 minutes, ça va être, on va pouvoir rester pendant une heure très concentré. C'est possible. L'idée du Pomodoro, c'est aussi simplement d'avoir une petite alarme qui nous dit ça fait 25 minutes que vous êtes en train de travailler sur tel sujet. Et ça, c'est un bel indicateur parce que souvent, on peut se laisser embarquer dans des tâches, on commence bien et puis finalement on commence à dévier, etc. et on s'éloigne de notre objectif. Donc ça peut simplement, au bout de 25 minutes, être une alarme pour nous dire attention. Et
à ce moment-là, si vous êtes bien et que vous êtes focus et que tout va bien par rapport à vos objectifs, et bah, continuez comme ça. Voilà, c'est ça l'idée d'être flexible. Et ensuite, estimer vos temps en nombre de Pomodoro. L'avantage, c'est que bah, justement, on va pouvoir, grâce à la technique du Pomodoro, évaluer bah, ses performances réelles et se rendre vraiment compte de combien de temps on met pour faire réellement les choses. Euh, alors, je passe très rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, sur l'engagement, l'idée, c'est de noter votre niveau d'énergie, hein, on l'a dit, d'organiser les journées pardon, en fonction de votre énergie, du coup, et peut-être de télécharger une application de Pomodoro. Vous pouvez regarder sur les stores, hein, que ce soit Apple ou sur Android. Vous avez plein d'applications. Vous en avez aussi directement sur Mac ou sur PC. Donc voilà. Ensuite, pour gérer le bruit, vous êtes peut-être en open space, etc. Donc je passe très vite, hein, mais il y a des applications. Si vous tapez bruit blanc, vous allez trouver des applications qui vous permettent d'entendre un bruit qui fait chut, ou des bruits comme ça qui sont continus. On a l'impression que ça va nous gêner, mais en fait, en réalité, au bout d'une minute, on les entend même plus et ça nous permet de nous couper totalement du bruit environnant. Donc ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas gênées par le bruit. Moi, je sais que ça me gêne énormément si j'ai beaucoup de bruit autour de moi, donc c'est important pour moi. Et il y a des solutions, donc le bruit blanc. Vous avez aussi les casques réducteurs de bruit, la musique, etc. Donc, dernier petit conseil par rapport aux emails. Vous avez déjà peut-être entendu ces conseils-là, mais peut-être que vous pouvez les mettre en place aujourd'hui. L'idée de supprimer les notifications, les notifications sonores et visuelles, et de limiter le nombre de consultations par jour, parce que c'est à chaque fois c'est des interruptions, et en général, ça arrive rarement que vous ayez vraiment besoin d'être derrière vos mails toute la journée. Et dernier slide sur le smartphone. L'idée, c'est de devenir maître des moments où l'on est interrompu. Donc, du coup, bah, vous connaissez sûrement, hein, mais le fait de se mettre en mode avion quand vous avez envie d'être focus et de traiter les messages comme des tâches et de préparer ces conversations téléphoniques avant de lancer un appel. Voilà, c'est tout. En conclusion, la maîtrise du temps, elle est essentielle. Merci d'avoir pris le temps, du coup, de déguiser votre hache pour mieux abattre votre arbre. Euh, Pensez peut-être à faire un bilan personnel pour identifier les techniques et les stratégies que vous pourriez mettre en œuvre et tester des techniques. Faut toujours tester, adapter. On n'a jamais fini de trouver des petites astuces pour gérer notre temps. Mais le tout, c'est de mettre de l'importance là-dedans il, euh, parce que c'est important. Donc, bah, je vous remercie pour votre présence et en tout cas, je vous souhaite une belle réussite dans la gestion de votre temps.